Bonjour et bienvenue à tous et à toutes pour cette nouvelle interview qui vous veut du bien. Alors pour ceux qui nous rejoignent et qui ne me connaissent pas, je suis Valérie Claeys, médiatrice, coach et coach de couple. Et notamment, j'accompagne des femmes qui vivent une période de remise en question et qui veulent justement transformer ce moment de questionnement en une opportunité de se réaliser pleinement. Alors aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Marie Desneiges et nous allons parler d'un sujet qui est encore vachement tabou, parce que nous allons parler de sexualité, mais non seulement de sexualité, mais aussi de plaisir au féminin. Et qui est quand même un sujet qu'on n'aborde pas souvent, parce qu'on parle souvent de désir, mais de plaisir, c'est encore autre chose. Et donc, Marie Desneiges, je vais d'abord merci d'avoir accepté cette conversation sans tabou. Sans tabou, exactement. Et ici, moi, je voulais un petit peu te demander, parce que tu es la créatrice de Sexponentiel, oui. Et d'un petit peu expliquer justement ta démarche et pourquoi tu as voulu créer Sexponentiel et quel est l'objectif et un petit peu, toi, ton parcours et ce qui t'a amené à aujourd'hui t'adresser aux femmes, plus particulièrement, et parler justement de désir, de plaisir et tout ça. Merci Valérie, merci beaucoup. C'est vrai que j'ai créé Sexponentiel il y a quelques temps. Alors l'histoire est un peu rigolote parce que j'ai 58 ans et il a fallu que j'attende l'âge d'à peu près 55 ans pour découvrir. Un jour, j'ai été mise en face d'un clitoris en 3D et j'ai découvert que c'était magnifique. Qu'est-ce que c'est beau un clitoris, mais nous n'en voyons qu'un centième. Donc je ne vous en montre pas un ici, je pourrais, mais j'ai envie de laisser cette découverte à chacune. Et quand j'ai découvert ça, et que j'ai découvert que il a fallu attendre 1998 pour qu'on aille voir ce qu'il y avait derrière ce petit bouton que nous avons toutes, que nous connaissons quand nous avons de la chance de le connaître, parce que tout le monde ne le connaît pas non plus. Mais on reviendra là-dessus. Quand je me suis rendu compte de ça, comme c'était beau, comme c'était... J'ai fait quelque chose d'assez amusant. J'ai invité au restaurant mes deux filles, oui, de 25, 26, 27 ans, je ne sais plus quel âge elles avaient, et très cérémonieusement, je leur ai montré la chose. Et elles m'ont ri au nez. Elles en savaient en fait beaucoup plus que moi. Et ça, Valérie, ça m'a fait réfléchir, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, la gêne était la mienne. Donc elles étaient très à l'aise, pas du tout gênées. C'est moi qui étais au fond... Alors oui, je leur avais parlé de sexualité un petit peu, mais d'une manière tellement pudique, tellement allusive, tellement... On fait tout ça au fond. Celles d'entre nous qui parlent de sexe à leurs enfants, leur parlent souvent de reproduction, mais alors de plaisir, on n'en parle pas, ça c'est de l'intime, et on nous a mis dans la tête qu'on ne peut pas en parler. Or, petit à petit, une chose en entraînant une autre, je me suis rendu compte qu'on peut en parler. Tout à fait. On peut en parler joliment, on peut en parler sans vulgarité, on peut en parler avec élégance, joyeusement, et que c'est... Voilà, c'est bien, ça rend le monde meilleur. Parce que c'est un sujet qui est encore tellement... Alors, ce qui est intéressant, c'est que les jeunes générations, comme tu dis, sont peut-être beaucoup plus au fait que nos générations. Et comment tu expliques justement le fait que on est quand même toute une série de femmes à finalement avoir très peu conscience de tout ça, de pas finalement trop bien savoir comment fonctionne notre corps. Et voilà, comment tu expliques ça? C'est tout un programme. C'est tout un programme. C'est vrai que d'abord, on va pas pouvoir faire l'impasse sur le patriarcat. Le système dans lequel nous vivons, c'est un système patriarcal. Alors, moi, je dis jamais les hommes et les femmes, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui participent au patriarcat, et il y a certains hommes qui voudraient bien faire évoluer, changer, trouver un meilleur système. Donc, ce clivage homme-femme, non. En revanche, le patriarcat en tant que système, ça, c'est indubitable. Ça fait des siècles, si pas des millénaires, que... on a mis en place un système, au fond, de domination.
de domination, et on a expliqué aux femmes qui ont accepté ça, qui ne sont même les 3/4 du temps plus conscientes qu'elles ont accepté ça. C'est passé de mère en fille, qu'au fond, les femmes sont moins que les hommes. Que, par exemple, pour la sexualité, bêtement, les hommes ont un pénis. On a tout expliqué ça à nos petites filles. Ah, les garçons ont un pénis, mais nous n'en avons pas. On se décrit en creux, en négatif. Oui. Alors que ce n'est pas vrai. Nous avons un clitoris qui est un organe, d'abord, petit scoop, nous sommes les seuls à avoir un organe qui est dédié exclusivement au plaisir. Au plaisir, c'est vrai, en fait, il a cette fonction-là. Oui, uniquement. Le pénis des hommes, il leur sert à uriner, à éjaculer et à avoir du plaisir. Nous, le clitoris ne sert qu'au plaisir. Mais quand une femme se rend compte qu'elle a quelque chose en plus, mais quelque part, elle se positionne avec plus de confiance en elle. Elle se rend compte qu'elle peut être fière de son corps, on nous a tellement souvent dit que c'était, enfin on a cru, on a toujours dit ça clairement, mais on a cru que c'était sale, que c'était laid, que c'était pas bien, que c'était inconvenant, que c'était vulgaire, que non. Non, on peut en parler, on peut y réfléchir et on peut changer de croyance, d'opinion. Tout à fait, oui, c'est intéressant. Et je veux dire que ce fameux clitoris, quand on voit, comme tu dis, on a mis tellement de temps à le reconnaître. Parce que, je veux dire, moi, je regardais encore les cahiers même d'anatomie de ma fille qui a quand même que 16 ans à l'école. C'est assez incroyable comme ça passe. On n'en parle pas. On n'en parle pas, hein. Non. On n'en parle pas. Je dis, c'est aujourd'hui. Alors, bon, nos jeunes font leur éducation, malheureusement aussi parfois à travers la pornographie, etc. Ce qui est quand même pas fantastique. Parce que c'est vrai qu'il y a aussi comme ça toutes ces idées reçues aussi par rapport au plaisir et au plaisir féminin, comme si le plaisir féminin était lié à l'homme seulement, parce qu'on va parler peut-être... Alors là, il y a plein de choses. Parce que la pornographie, moi je suis assez contente que tu évoques le sujet, parce que c'est pas un sujet que j'évoque ni facilement ni spontanément, il y en a tellement d'autres à évoquer avant. Mais la pornographie, en fait, il y a pornographie et pornographie. Et ce qu'on appelle la pornographie, c'est le mainstream, c'est 99% de la pornographie. C'est de la domination, c'est de l'avilissement souvent, c'est vraiment des choses qui ne me plaisent pas beaucoup et qui, quand on y réfléchit, vraisemblablement ne plaisent pas à la grande majorité des femmes. Et il y a aussi... La pornographie, ça peut être bon en ce sens que ça peut nourrir des fantasmes. Tout à fait. Et on peut se rendre compte qu'on n'est pas la seule à avoir des fantasmes comme ça. Et c'est aussi bon, mais il faut qu'il y ait du respect. Oui. Et il faut qu'il n'y ait pas cette idée... Le consentement, en fait. Alors, le consentement, ça, c'est dans les relations, mais que ça illustre effectivement des relations consenties. Oui. Des relations consenties, bien entendu. Bien entendu. Et ce que je veux dire, c'est que la pornographie véhicule tout un tas d'idées reçues et de stéréotypes vraiment négatifs et vraiment négativement impactants dans notre vie sexuelle et surtout dans celle de nos enfants. Parce que... je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'à notre génération, on en regardait moins, en tout cas. On avait moins facilement accès. On avait moins facilement accès. C'est surtout ça. Oui. Mais là, justement, parce que pour en revenir au plaisir féminin, c'est vrai que la masturbation, notamment, c'est aussi quelque chose... en tout cas, moi, je me souviens que c'est un fait acquis, les hommes se masturbent. C'est tout à fait normal. En tout cas, nos générations, je parle pas de nos parents, ça carrément, c'était pas accepté. Mais maintenant, c'est un fait acquis. Mais par contre, la femme, ça reste encore... C'est comme si notre plaisir était toujours subordonné à l'homme. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore dans... une femme peut se donner du plaisir à elle-même sans devoir spécialement passer par un homme. Mais c'est terrible, parce qu'en fait... c'est notre indépendance qui est en jeu. Alors, il y a tellement d'idées reçues sur la masturbation. Le fait que, par exemple, si on a une vie sexuelle épanouie en couple, on n'a pas besoin de se masturber. Mais d'où ça sort, cette idée-là? Comment veux-tu dire à quelqu'un ce que tu aimes si tu ne sais pas ce que tu aimes? Si tu ne sais pas... ce qu'il y a entre tes jambes, ce qui te fait vibrer, ce qui t'émoustille, ce qui te... Je veux dire, il y a
c'est tellement important de se connaître et c'est tellement complémentaire. Et puis il n'est pas toujours là au moment où on a envie. Euh, et ça fait tellement de bien parce que ça, c'est une chose dont on n'a pas, un sujet qu'on n'a pas encore du tout abordé. C'est bon. C'est bon pour la santé, c'est bon pour la santé physique, c'est bon pour la santé psychique. Une des personnes qui est venue me consulter enfin me voir chez Exponentiel m'a dit, au bout de la conversation qu'on a eue, m'a dit, mais en fait, le plaisir, ça devrait être remboursé par la mutuelle. Et c'est vrai, parce que si on a du plaisir suffisamment, régulièrement, c'est bon pour la longévité. Et la longévité, c'est quoi ? C'est vieillir en bonne santé. C'est vieillir joyeusement et en bonne santé. C'est bon pour la santé. C'est bon pour les relations avec tout le monde. Une femme qui sait donner du plaisir, ça dure. Alors, je ne connais pas assez le plaisir masculin pour pouvoir dire si c'est comme ça chez les hommes. Mais chez les femmes, ça, je le sais parce que c'est documenté, c'est prouvé, documenté chez une femme. Le plaisir, il y a ce que moi j'appelle les répliques. Donc, qu'on ait eu un orgasme ou simplement un plaisir très intense, ça dure longtemps, pendant des minutes, voire des heures après, on a encore ce que j'appelle des répliques. L'espèce de vague, comme ça. Les vagues qui reviennent. C'est comme les répliques d'un tremblement de terre. Il y a la grosse secousse, et puis il y a les petites secousses. Et c'est merveilleux. Et quand on en prend conscience, on peut les cultiver et on peut... Et justement, parce que bon, on voit bien, c'est tellement, c'est magnifique. Et qu'est-ce qui fait justement qu'il y a encore tous ces blocages, ces difficultés, tu vois, parce que on t'expliquait un peu notre éducation, mais selon toi, tu vois, est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui jouent aussi? Alors, il y a tellement de choses, je ne sais pas si on aura le temps de tout aborder, et certainement pas. Mais l'idée, je vais peut-être dire ce qui me vient à l'esprit. Absolument. Et d'ailleurs, si les gens qui nous regardent ont des questions, envoyez des messages. Tout à fait. Vous pouvez envoyer, si vous regardez ça en replay, vous pouvez envoyer un mail chez Exponentiel avec les idées reçues que vous aimeriez voir abordées les unes après les autres. Moi, celle qui me vient à l'esprit, là, la première, parmi plein, c'est le sexe, c'est naturel. Intéressant aussi. C'est quoi cette idée? La reproduction, c'est naturel, ça oui. Mais le plaisir, parce qu'on dit le sexe, mais qui fait la différence consciemment entre sexe, plaisir, désir? Non. La reproduction, oui, la fonction reproductrice, c'est naturel. Mais faire l'amour chez les êtres humains, c'est éminemment culturel. Il y a plein de choses qui se passent dans la tête. Alors, se connaître, c'est un premier pas. Savoir qu'on a, alors attention, je vais dire des gros mots. Nous avons un vagin, une vulve, un clitoris, un anus... il y a des seins, des tétons. On ne peut pas dire tétons. Facebook, Instagram, censure, on doit cacher. On peut montrer des seins, on peut montrer des fesses, on ne peut pas montrer des tétons. Pourquoi? Alors, c'est naturel, la reproduction, mais le plaisir, en fait, c'est quelque chose qui se construit. On peut évoluer, on peut augmenter, on peut devenir plus consciente. Alors, je ne sais pas, mais beaucoup de femmes de ma génération, de notre génération, toutes les deux, me disent par exemple que pendant des années, elles sentaient des choses. Elles ne savaient pas ce que c'était. Et au fond, elles réprimaient tout ça. Et qu'après être passées par ne fût-ce qu'un seul rendez-vous chez Exponentiel pour le b.a.-ba, la base, elles me disent « Mais maintenant, je comprends que cette sensation qui me faisait un peu peur puisqu'elle était inconnue, maintenant, je comprends ce que c'est et je peux m'y connecter et je peux l'amplifier et je peux en parler et je peux y penser. Enfin, c'est juste, ça change la vie. Et ça libère, en tout cas. Ça libère. Oui. C'est super intéressant. Voilà. Et donc ça, c'est une des idées reçues. Le sexe, c'est naturel. Il y a plein d'autres idées reçues. Les femmes sont là pour recevoir. Oui, c'est ceci. On est toujours en creux, quelque part. Oui. On est comme si on dépendait des hommes. Non, on peut se donner du plaisir à nous-mêmes. On peut se donner du plaisir entre femmes. Pourquoi est-ce qu'on ne parle jamais ou si peu? On parle de temps en temps de l'homosexualité masculine, mais de l'homosexualité féminine, c'est vrai. C'est encore plus tabou que
que l'homosexualité masculine. Ça reste un peu comme ça, en fantasme à la limite. Mais pas... Éventuellement. Oui, éventuellement, oui. Oui. Et puis il y a ce stéréotype de l'homme donne du plaisir à la femme. D'ailleurs, beaucoup de femmes disent, même à leur amoureux, elles leur disent « fais-moi l'amour ». Non, faisons l'amour. Intéressant aussi, oui. Hein? Tout ça, ce sont des idées reçues, tout ça, ce sont des stéréotypes et dont on est tellement souvent inconscient. Et donc, on véhicule, on nourrit des stéréotypes, des idées reçues, et qui sont fausses les 3/4 du temps. On nourrit le sexisme. Malgré soi, hein, quelque part. Mais bien sûr. Donc, quelque part, Sexponentiel, c'est vraiment un lieu d'information, de libération de la parole, apprendre à parler de plaisir sans gêne. Il n'y a pas de raison d'être gêné. En fait, ça devient un lieu où, quelque part, tu peux aller en parler avec toi, en l'occurrence, et de pouvoir justement exprimer un petit peu toutes les questions qu'on a, ce qui nous préoccupe, comment peut-être en parler à son partenaire. Est-ce que je suis normale? Oui, j'aime ça. Ah mon Dieu, j'aime le sexe comme ci, j'aime qu'il me fasse ça, j'aime me faire ceci, j'ai envie de ça. Est-ce que c'est normal? Combien de honte, combien de culpabilité, mais c'est destructeur. Et puis quand on réalise que plein de femmes adorent qu'on leur titille ceci ou qu'on leur chatouille cela, tout d'un coup on se dit « Ah, mais je ne suis pas une dépravée, je ne suis pas une bizarre. » Ça libère. Ah oui, non, c'est intéressant, parce que c'est vrai, c'est cette espèce d'image préconçue qu'on a aussi en se disant, ben voilà, tiens, si quelque part je me prends en charge, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Oui, qu'est-ce que je vais penser de moi? Qu'est-ce qu'il ou elle va penser de moi? Et qu'est-ce qu'on va penser de moi, si j'ose? C'est vraiment, ce regard des autres, c'est lourd. Et déjà aussi le regard de son partenaire, parce que j'imagine un couple qui est en couple depuis un certain nombre d'années, on sait bien que à un moment, la vie sexuelle du couple peut très fort s'appauvrir quelque part, parce qu'on rentre... La routine, et on sait bien que la routine, ça va tuer le désir aussi. Donc la routine, ça a quelque chose de bien parce que c'est très sécurisant, et que quelque part, ça a vraiment quelque chose de bien. Mais alors, il y a l'envers de la médaille, c'est tellement dommage de ne pas prendre conscience que ça a un côté confortable et qu'on peut en sortir. Et le côté et sortir de la routine, c'est terriblement excitant, c'est amusant. Qu'est-ce que c'est drôle? Qu'est-ce qu'on peut s'amuser? Je veux dire, c'est possible. Et une chose que je voudrais quand même peut-être préciser, c'est que Sexponentiel n'est pas un lieu thérapeutique. Et c'est important. Et c'est sans doute une des spécificités, parce qu'on peut aller, quand on a des souffrances, des problèmes, on peut aller voir un sexologue, et c'est la bonne chose à faire. Sexponentiel, c'est l'endroit où on peut venir chercher des informations avant la souffrance, avant le problème, avant l'installation. En fait, Sexponentiel, c'est quand on est curieux. C'est ça, c'est pour les curieux. Oui, j'allais dire, c'est vraiment pour les curieuses, quelque part. C'est les curieuses, c'est pour les gens qui se disent, ma vie sexuelle, ça va, ou bien ma vie sexuelle, bof. Pourrait faire mieux. Oui, pourrait faire mieux. Mais même les gens qui se disent, ma vie sexuelle, ça va, et qui, malgré tout, sont quand même curieuses de se dire, est-ce que je sais tout ce qu'il y a à savoir? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui pourraient m'aider pour que ce soit encore plus chouette? À savoir, et puis à partager. Oui, c'est ça, parce qu'à partager, tu veux dire, à partager avec ton partenaire, partager avec tes amis, partager avec tes enfants. Qu'est-ce qu'on peut partager? Qu'est-ce qu'on peut difficilement partager? Oui, avec les enfants. Oui, c'est ça, parce que ça, c'est aussi un sujet. Comment nos jeunes, comment leur parler justement de sexualité? Moi, j'ai envie de dire nos enfants. Parce qu'au fond, il n'y a pas que les ados à qui on peut parler de sexualité. C'est vrai que c'est un moment clé dans la vie des enfants. Mais en fait, la sexualité, le plaisir, on peut en parler en dehors de l'adolescence, avant-après. C'est ça, oui. Chacun sent, ça c'est propre à chacun. Mais pour ça, il faut être au clair soi-même. Moi, je me rends compte que ma mère était tellement mal à l'aise qu'elle m'en a très mal et quasiment pas parlé. Et que moi, j'étais pas si à l'aise que ça. Et donc, j'étais déjà très fière de moi. Mais 20 ans après, je me rends compte, ou 10 ans après, je me rends compte qu'en fait, je ne l'ai pas bien fait non plus. Si c'était à refaire, je le referais autrement. Parce qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'aise sur le sujet. Et c'est en connaissant
En fait, c'est l'inconnu qui fait peur. Mais je ne me rendais pas compte que je ne savais pas plein de trucs. Et c'est quand on découvre tout ce qu'il y a à savoir que des portes s'ouvrent, des pans entiers de l'univers apparaissent. Oui, donc du coup, c'est vraiment c'est ça, c'est démystifier quelque part, se renseigner et surtout se débarrasser de toutes nos idées reçues qui quelque part, dis-moi, tu voulais dire démystifier. Oui, démystifier. Qu'est-ce qu'il y a dans démystifier? Il y a le mystère, et c'est vrai qu'on a le patriarcat. Un peu entretenu, ça. Hein. Entretenu, oui. Et même vraiment beaucoup entretenu. Oui. Mais par exemple, le clitoris, 1998. C'est tard. Il y a à peine 20 ans. C'est dingue. On ne savait pas jusqu'à il y a 20 ans. Alors, c'est pas tout à fait vrai, en fait. À la Renaissance, on avait vaguement découvert quelque chose, que le clitoris, c'était important. On ne savait pas trop à quoi ça ressemblait, ni la totalité. Mais on croyait que pour avoir des enfants, une femme devait avoir du plaisir et un orgasme. Et donc, les hommes s'occupaient du clitoris, mais dans un but reproducteur. Ok, mais c'est déjà sympa. C'était déjà mieux. Et puis c'est devenu, puis la religion, les religions sont passées par là, parce qu'en fait, une femme désirante, une femme maîtresse de son plaisir, une femme maîtresse de son corps, c'est une femme qui est moins soumise, et donc c'est plus dangereux. Et là, on peut revenir, je veux dire, tout ça, ça touche, on va pas en parler aujourd'hui, mais cette idée reçue qu'une femme qui lit est dangereuse, le fait qu'il y a plein de petites filles qu'on empêche d'avoir accès à l'éducation. Et tout ça, c'est vraiment une question de domination. C'est intéressant. Mais donc c'est vrai qu'il y a encore, c'est large. Il y a encore plein de choses qu'on pourrait dire. Marie-Neige, c'est un sujet passionnant. Mais donc du coup, c'est exponentiel. Donc on peut venir te voir pour toutes ces questions qu'on pourra avoir, par rapport à son corps, la sexualité, comment ça fonctionne, et toutes les questions qu'on peut se poser. Même les questions qu'on ne sait pas qu'on pourrait se poser. Okay, on peut venir chercher des questions chez cette exponentielle. Super. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu proposes aussi? En fait, je propose ça sous différentes formes. Donc, il y a d'abord un module type, j'allais dire, qui est vraiment le module de base, qui sont les séances d'information. C'est vraiment le b.a.-ba de ce qu'il y a à savoir, pour ouvrir des portes, justement, pour ouvrir les clés, pour donner des idées sur, Et puis les groupes de parole. Alors les groupes de parole, ça c'est quelque chose d'assez merveilleux, parce que c'est ce que j'appelle la magie de la parole sincère. Dans un groupe de parole, c'est un espace sécurisé, confidentiel, il y a de la confidentialité, et donc on peut se laisser aller à la parole sincère. Et ce qui est extraordinaire dans un groupe de parole, c'est que on se réunit à quelques-unes, on décide d'un sujet, on se voit toutes les 2 semaines, tous les mois, ça dépend, pendant 2-3 mois, ça dépend, on décide. Et quand on arrive au bout du voyage, on se rend compte qu'on est parti de là et qu'on est arrivé ici. Parce que l'une dit ceci, la deuxième dit tiens, ça me fait penser à, et blablabla. Et ensemble, on construit, on tisse. Et ça, c'est magnifique, ça, c'est l'intelligence collective. C'est ça, c'est merveilleux. Alors, on est toujours en groupe. Séances d'information, je peux les faire en particulier, mais je peux aussi les faire en groupe. Et puis, il y a les ateliers, parce qu'en fait, dans les groupes de parole, on peut déjà un peu plus creuser les sujets, mais on peut aussi choisir un atelier sur un sujet plus spécifique pour aller plus en profondeur dans le sujet. Donc ça, c'est aussi intéressant. Et puis, il y a les rendez-vous individuels. Et ça, c'est vraiment important, parce qu'en fait, c'est pas facile de faire cette démarche-là. Et donc, que ce soit, alors pas pour les séances d'information, mais par exemple pour les groupes de parole, avant de s'inscrire à un groupe de parole, je propose toujours un entretien individuel. Super intéressant. Ça. Voilà, pour voir si le courant passe, pour voir si la manière d'aborder, parce que chacun a sa manière d'aborder. En matière de sexualité et de plaisir féminin, il y a des quantités de choses sur Internet qui sont vraiment bien. Et qui sont souvent le fait de jeunes femmes. Et qui sont souvent des jeunes femmes très engagées. Et je me suis rendu compte, en faisant toutes ces recherches, qu'il y a souvent beaucoup de colère, beaucoup d'indignation. Et je la soutiens et je la comprends, la colère et l'indignation. Ce n'est pas mon cas. Je suis une vieille bique. Je dis ça avec beaucoup de tendresse. J'ai l'expérience que j'ai. Et je suis intimement persuadée qu'on fait plus avec du dialogue qu'avec l'indignation qui se transforme en un dialogue constructif. Voilà. Et je suis là pour ça. C'est ma sensibilité. Voilà.
Bon. Et c'est ce que j'aimerais que Sexponentiel reflète, en fait. Écoute, en tout cas, Marie des Neiges, moi je voulais te remercier parce que c'est évidemment passionnant, il y en aura encore tellement de choses à dire. Mais en tout cas, moi je retiens une chose, c'est que quoi qu'il arrive, où qu'on soit, voilà, quel que soit notre âge, en fait finalement il n'est jamais trop tard pour s'intéresser à ça. Ni trop tôt. Et pour pouvoir, ni trop tôt, exactement, c'est ça qui est intéressant, et de se dire, ben voilà, et d'être curieuse, d'aller se renseigner et de pouvoir vivre sa sexualité de manière justement sans tabou, de manière épanouie, et de pouvoir avoir accès à ce plaisir. Il y a encore une idée reçue importante que j'aimerais pouvoir, ne fût-ce que évoquer ici, c'est le sexe et le plaisir après la ménopause. Il y a cette idée super reçue. Intéressant, merci. Et ça c'est quelque chose qui est important parce que je suis entourée d'une quantité de femmes qui croient que c'est normal, qu'après la ménopause, on n'a plus envie et qu'on n'a plus de sexe. Ça n'est pas vrai. Merci. C'est faux. Et merci de le dire. C'est important. Oui. Et donc, vraiment, il n'y a pas de fatalité. Il faut pas se résigner. Ça vaut la peine. Il y a des changements, ça vaut vraiment la peine de les adresser. Il y a des changements. Oui, tout à fait. Et il y a plein de solutions, et il y a plein de choses à savoir. Et c'est vraiment un... Et là, il y a aussi beaucoup d'idées reçues. Oh, terrible. Et le sexe après la ménopause, ça peut être tellement mieux qu'avant. Parce qu'on n'a plus la charge, beaucoup moins de charge mentale, beaucoup moins de peur, beaucoup moins d'empêchement. On n'a plus les enfants. Tout à fait. Donc on a plus de temps, on est parfois plus disponible. Oui. On se connaît mieux, on est plus... Exactement. Voilà. Enfin, il y a magnifique. plein de choses. Je te remercie, ça, c'est important. Oui, merci de l'avoir dit. Et c'est chouette de pouvoir terminer sur cette note-là parce qu'en effet, on n'en parle pas assez souvent. Et ça, c'est encore un gros sujet tabou. Voilà, ça serait peut-être intéressant d'ailleurs un jour de faire un live sur ce sujet-là. Oui, ça serait très intéressant. Et il y a d'ailleurs chez Exponentiel un atelier sur ce sujet-là. Ah, magnifique. Eh bien, écoute, ça, super intéressant. C'est vraiment intéressant. Ah, ben, écoute, on en reparlera en tout cas. Écoute, Marie des Neiges, merci beaucoup. Merci pour... c'était passionnant. Et moi, je vous dis à tous, à très bientôt pour une nouvelle interview qui vous veut du bien. Au revoir.